Et ça se traduit immanquablement, tout chemin d'éveil, tout chemin de travail sur soi, que ce soit par des méthodes très spirituelles, on en a parlé lors de la dernière conférence sur voie orientale et occident, hein, que ce soit par des voies plutôt orientales, très spirituelles, ou des voies peut-être plus occidentales, peut-être avec la thérapie, toutes ces, quelle que soit la voie, de toute façon, à un moment ou à un autre, on va passer sur l'ouverture du cœur. Alors je pense que sur l'individuation, il faut dire quelques mots complémentaires, parce que ça s'apprête à confusion, il y a un risque de contresens en fait. Puisque Jung, donc tu l'as dit, Jung en fait il opposait l'individuation à l'individualisation, justement. Hein, donc l'individuation, c'est le processus qui crée un individu épanoui, dans le sens où il a développé son soi, ce que Jung appelait le soi, et ce qu'on peut considérer comme étant l'âme en fait des religions. Le soi, c'est l'être intérieur, et c'est ça qu'on doit nourrir. Ça c'est le processus d'individuation. Ça produit des individus qui sont ouverts aux autres, qui nourrissent le collectif aussi. Alors que le fait de nourrir l'ego, ça produit l'individualisation. Donc c'est l'individualisme dont on souffre aujourd'hui, et ça produit des individus refermés sur eux. Hein, donc voilà. Alors, l'individuation, c'est un concept jungien très important. Et par lequel, de toute façon, on va passer. Si on prend le modèle oriental, l'énergie Kundalini, pour aller monter jusqu'au sommet, pour eux c'est le divin, mais bon, chez nous aussi, hein, souvent, ça dépend si on a des notions transcendantales ou pas, peu importe, mais de toute façon, à un moment ou à un autre, on va passer par l'ouverture du cœur. Mais le problème, c'est qu'il y a des obstacles sur le chemin du bonheur. Alors, on a ajouté marcher la nuit dans le brouillard, inquiétude, angoisse, crise existentielle. Et alors justement, ce que disait Jocelyn, en ce moment, on est en plein dedans, quoi, hein. Là, la société, qui est capable de dire qu'il est certain de ce que sera sa vie dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y en a pas beaucoup actuellement. Donc ça revient un peu à dire, voilà, on marche la nuit dans le brouillard. Donc, pour atteindre le bonheur, il y a un exemple tout simple, moi je le prends souvent. Imaginez-vous, je suis en train d'écrire un autre livre et je prends ça en référence. Je parle d'un homme qui s'appelle Martin qui vivait il y a 2 siècles. Il n'avait pas l'électricité, il n'avait pas l'eau courante, il n'avait pas tout ça. En plein hiver, il devait se coucher à 5h30 parce qu'il n'avait pas vraiment les moyens d'avoir la chandelle. Hein. Vous savez, on dit, le jeu est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On comprend bien. Donc ces gens-là, imaginez, mettez-vous dans la place de ce gars et allez lui expliquer que nous avons juste à appuyer sur un bouton pour avoir l'électricité. Nous avons l'eau courante. Nous sommes toujours propres. On peut prendre autant de douches qu'on veut. Et qu'à côté de ça, on n'est pas heureux. Mais attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce gars, pour lui, la douche chaude, ne serait-ce que la douche chaude, les seigneurs au Moyen-Âge, ils n'y avaient pas la douche chaude, quoi. Dans là, autant qu'on veut. Donc, pour toutes ces personnes-là, c'était évident que le bonheur, il devait être immédiat. Et pourtant, les choses font que c'est pas si simple que ça. Et c'est ça aussi qui devient un moteur pour nous. Maintenant, on a la serviette chaude en plus après la douche. C'est bien, ça c'est du luxe. Alors voilà, on est dans un contexte qui fait que on n'est pas heureux. Et on n'a pas à culpabiliser. Malgré le fait qu'on a beaucoup plus de choses que ce Martin, on n'a pas à culpabiliser puisque c'est un moteur. Cette frustration permanente, c'est ce qui oblige l'homme à avancer. On le verra après un peu plus tard. Mais il y a des principes inertiels de base. Alors, il y en a un qui est très intéressant et qui en dit long. Ces deux-là sont très intéressants, en disent long sur ce qui se passe. Plus on souffre, plus on externalise la cause de ses souffrances. C'est un psychiatre qui a observé ça. C'est quand même très intéressant. Plus on externalise la cause de ses souffrances. Lui, il avait observé ça, il avait beaucoup travaillé avec des alcooliques. Ouais. Et c'est des gens, c'était jamais de leur faute. C'était jamais de leur faute, c'était toujours la faute des autres. Donc ils étaient toujours malheureux, mais c'était jamais... Alors, le problème, c'est que quand on est là-dedans, on n'a plus les leviers. Je veux dire, si vous êtes malheureux à cause des autres, vous n'avez aucun levier pour aller mieux. Puisqu'il faudrait que le monde change pour que vous alliez mieux. Et ce que tu vois chez l'autre, c'est le principe de la projection, hein, la projection, le transfert dont a parlé Freud, etc., mais de façon élargie. C'est-à-dire que, et ça on le voit vraiment aussi,
les gens qui voient que des menteurs, les gens qui ont peur de tout le monde, etc., qui sont très agressifs et tout ça, au fur et à mesure, ça augmente leur persuasion qu'ils sont dans le vrai. Mais en fait, c'est eux qui projettent à l'extérieur. Et donc, ça, c'est des grosses difficultés. Mais on peut constater que ça change. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, je pense par exemple à la chanson de, je crois que c'était Goldman, qui disait « Si j'étais né en 17 à Lagdolstadt, enfin, je ne sais plus où, voilà, est-ce que j'aurais été meilleur ou pire que ces gens ?» Alors que pendant des décennies, on a dit « Ouais, les Allemands, c'est des méchants, nous, on est des gentils. » De plus en plus, on commence à arriver à comprendre qu'attendez, est-ce que moi j'aurais été meilleur? Commencer à s'ouvrir, avoir toutes ces compréhensions-là. Et ça passe par le fait que nous acceptons de plus en plus de considérer que nous sommes tous, le mot est peut-être un petit peu fort, nous sommes tous névrosés. Nous avons tous des blessures à guérir. On a beaucoup parlé dans les conférences. Toutes nos conférences, elles sont visibles sur le site du Cyclamen Blanc. Hein, on les a enregistrées comme on l'enregistre ici. On avait une conférence sur les outils d'écoute de l'inconscient et une conférence sur les méthodes de guérison. Et on a beaucoup parlé de ces mémoires. Le grand livre des mémoires qu'on porte tous. On porte des mémoires de souffrance. Les mémoires de cette vie-ci, de l'enfance, mais aussi les mémoires intra-utérins. Et même des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire qu'on va porter les mémoires de nos aïeux. Il y a une personne qui a écrit un livre qui s'appelle Aïe mes aïeux, et c'est toute la psychogénéalogie, qui est des techniques relativement récentes, mais qui permettent de comprendre qu'on trimballe tout ça, avec des exemples typiques. Un enfant qui est asthmatique, on se rend compte que sa date de conception est la date anniversaire d'un grand-père mort gazé à Verdun. C'est le genre de cas très courant. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis il y a même d'autres types de mémoires, c'est encore plus étonnant. Et ça c'est très intéressant, c'est quand on fait de l'exploration de l'inconscient dans les stages ou dans ce genre d'endroit. Des fois on voit des mémoires qui remontent. La personne raconte quelque chose, une sensation qu'elle a. J'en cite 2 exemples dans mon livre. Et elle ne sait pas d'où ça vient. Mais elle raconte. Il y en a un par exemple, une fois il démarre l'accompagnement, pendant qu'on l'accompagne, il commence à dire « Je suis seul, dans ma vie je suis toujours seul ». Et puis en creusant, on le fait aller dans son inconscient. Et puis là, il ramène une histoire d'un guerrier indien. Il se voit comme un guerrier indien qui est parti pendant plusieurs jours dans la nature. Il avait l'habitude de le faire. Puis quand il est revenu, toute sa famille avait été massacrée, femmes, enfants. Et c'est ça qui le faisait souffrir. Alors on peut se dire, ouais, c'est la réincarnation, ceux qui y croient, ou on peut se dire, mais ça c'est des foutaises. Okay. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que quand on le fait en régression, donc ça c'est avec les outils de guérison, hein, les outils de soins, quand en régression, on le fait travailler sur la mémoire et guérir ce guerrier indien, bah après, il finit, il est beaucoup mieux. Et dans sa vie, il va mieux. Donc tant mieux. Hein, on n'est pas en train de constater pour se faire de l'auto-pleurnichage, je ne sais pas comment dire, de l'auto-apitoiement. On ne fait pas de l'auto-apitoiement sur le fait que la vie est dure, mais il y a quand même des solutions. C'est quand même ça qui est important. Et ces solutions sont de plus en plus acceptées. Il y a 20 ans, aller voir un psy, fallait vraiment être un dingue, quoi. Je veux dire, il y avait avec les malades qui allaient voir des psys, les malades mentaux. Bon, maintenant, on comprend. Bon, vous avez fait un burn-out, vous avez une période dure, il y a eu AZF qui a pété à côté de chez vous, on comprend qu'il y a un accompagnement psychologique, vous avez une période un petit peu difficile à passer. De même que quand vous avez une rage de dents, vous allez chez le dentiste, et bien maintenant, c'est de plus en plus accepté qu'on peut se faire accompagner quand on va mal, ou on peut aussi faire du proactif, c'est-à-dire décider d'aller de mieux en mieux, d'explorer, pour aller justement vers ces individuations, vers qui nous pouvons être nous-mêmes pour développer nos potentialités. Si tu as quelque chose, sur les mémoires, je pense qu'on pouvait parler de Grof, peut-être juste dire 2 mots, parce que Grof Stanislas Grof, donc c'était un psychiatre d'origine tchèque qui est parti aux États-Unis, il a beaucoup écrit sur le transpersonnel justement. Et lui, il parlait des mémoires périnatales, c'est-à-dire parce qu'il n'y avait pas que l'intra-utérin, il y a vraiment l'intra-utérin, la naissance, qui est un traumatisme en soi, et juste après la naissance. Donc il y a plus que simplement la vie du fœtus. Il intégrait aussi les mémoires qui sont liées à la naissance et
bon, et ce qui se passe juste après la naissance. C'est vrai que Stanislas Grof a fait utiliser la respiration holotropique. Moi, c'est un des outils que j'utilise et j'ai vu effectivement que très souvent, ça tourne autour de la naissance, parce que la naissance, c'est un des premiers traumatismes. Et parfois, il faut le revivre plusieurs fois. C'est comme ça qu'on se rend compte que, je crois avoir lu une fois qu'il y a à peu près 10% des naissances qui se font avec le cordon autour du cou. Et dans les séances de respiration holotropique, ça se vérifie très bien. Ça se vérifie vraiment. Il y a très souvent, il y a vraiment beaucoup de gens qui... Oh, on voit, il est là, bon, ça, c'est très... c'est très... Alors, holotropique, c'est Ça vient de holos. Voilà, holos. Le même. Ça veut dire holos, ça veut dire le tout. Le tout. Et tropique, c'est aller vers. Un tropisme. Donc, aller vers le tout. C'est la respiration qui permet de se mettre en état modifié de conscience pour contacter ses mémoires, justement, transpersonnelles, etc. Et c'est une respiration qui se fait... C'est une respiration très rapide, ça, c'est le thérapeute qui vous en parlera mieux que moi. Elle est, oui. Ça n'a rien à voir avec les respirations du yoga. Voilà. Rien à voir. La respiration du yoga, elle est ventrale. La respiration holotropique, elle est pulmonaire. Ah, d'accord. La respiration holotropique, elle se base sur l'inspire. Principalement sur l'inspire, faire rentrer beaucoup d'air. C'est la même respiration que utilisée lors des reverse. Et ça crée une hyperoxygénation du cerveau qui va créer un état modifié de conscience. En général, il y en a certains qui vont jusqu'à dire qu'une crise d'épilepsie, ce sont des gens qui se font une auto-guérison avec ce genre de... Là, je trouve que c'est un petit peu exagéré, mais toujours est-il que cet état, en règle générale, quand on est en hyperventilation, on a tendance à calmer le jeu. Et bien justement, dans les séances de respiration holotropique, dans un contexte qui va bien, évidemment, avec un thérapeute, des animateurs, co-animateurs, etc., là, on va explorer. Au lieu de calmer, d'arrêter, on va explorer. On va voir ce que ça donne. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, puisque là, on reste assez guéri. Mais ce qui est intéressant, quand on parle de vers la guérison, la puissance de l'amour, c'est de récupérer l'énergie bloquée. La plupart des traumatismes, ça on le voit, les traumatismes, ça se base toujours sur quelque chose qu'on n'a pas reçu. On n'a pas reçu l'amour qu'on a dû recevoir. Et les traumatismes, ils sont tous là. Si à chaque fois qu'il y avait un traumatisme dans l'enfance, il y avait eu un papa ou une maman pour venir consoler, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu autant de traumatismes. Mais les histoires font qu'on est construit sur des charges. Quand même. Mais derrière ça, il y a des centaines de techniques. Ça, c'est ça qui est intéressant. Mais en gros, le Mahatma Gandhi qui disait il y a autant de voies vers Dieu que d'individus sur Terre. C'est pas fou, hein. Comme ça, moi. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de comprendre le processus de guérison. On en avait parlé lors des conférences sur la guérison. C'est basé sur 3 éléments. L'émotion. L'émotion est fondamentale. Quand on est en émotion, on se retrouve en régression. Parce que l'inconscient ne connaît pas le temps. Le temps n'existe pas pour l'inconscient. Donc quand vous êtes dans une émotion, vous vous retrouvez au moment où l'événement s'est passé. Donc émotion, régression, et ensuite transfert. Et c'est là qu'on peut guérir. Parce qu'on peut rejouer la même chose en prenant quelqu'un, dans les dynamiques de groupe c'est très facile évidemment, on va prendre quelqu'un dans le groupe qui va jouer le rôle qui aurait dû être joué à l'époque, et on va pouvoir reprogrammer ces choses-là. Donc voie christique, voie tantrique, je peux préciser. Alors voilà, ça on en avait parlé la dernière fois lors de la conférence voie orientale, voie occident, ou voie tantrique. La voie christique, c'est, en partant du cœur, si on part de ce moment-là, on va chercher la spiritualité vers le haut. On va chercher la lumière, on va chercher le divin. Et ce sont des voies de renoncement qui peuvent être très adaptées. Je veux dire, en Inde, quand ils n'ont pas à manger, le bonheur, il ne passe pas par la gastronomie, hein, il passe par les voies de renoncement. C'est quelque chose qui a été beaucoup creusé dans certains secteurs. Et puis il y a les voies tantriques. Les voies tantriques, c'est au contraire de dire je suis une âme divine qui vit une expérience humaine et je vis complètement ma dimension d'être humain. Y compris ma sexualité, y compris les plaisirs, mais je le fais en conscience. Et par ce cheminement, je vais élever mon âme. C'est pas forcément plus facile, hein, mais
Il faut savoir que voilà, il y a ces différents types de voies. Et si on part du cœur, il y a la partie méditation qui va nous élever, et il y a la partie thérapie qui va nous permettre d'aller explorer toutes les souffrances, tous les blocages qu'on a. Et si on travaille sur les deux dimensions à la fois, on va réussir plus facilement à relier le ciel et la terre. L'homme complet, il relie le ciel et la terre. C'est-à-dire, il est aussi bien incarné, et il vit sa vie présente. C'est le Bouddha, hein. Le Bouddha, il a vécu les 19 premières années de sa vie comme un prince, avec tous les plaisirs terrestres que pouvait lui proposer sa situation de prince. Et puis ensuite, il a renoncé et il est parti dans l'ascétisme complet. Et puis après ça, il est revenu marier les deux et prendre dans la voie du juste milieu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, recevoir l'amour qui aurait dû être reçu. Il y a une belle image, c'est l'image de la pomme. Une pomme qui est en pleine croissance, et si la branche est cassée alors qu'elle n'est pas mûre, la pomme, à l'automne, au lieu de tomber comme les autres pommes, elle va rester accrochée à la branche. Parce qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout de son processus de maturation. Et souvent, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que quand on grandit, on ne reçoit pas tout l'amour qu'on a besoin de recevoir, et on reste cristallisé sur des névroses. Et c'est en retrouvant l'amour, en se remettant dans des contextes pour recevoir cette consolation, cette guérison, qu'on va pouvoir aller plus loin. Et ça amène au-delà de l'avidité, c'est très important ça. Quand on passe du troisième chakra, tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, au chakra du cœur, où on se rend compte que finalement, c'est plus on est altruiste, plus on est tourné vers l'autre, plus on va avoir de bonheur, on va avoir tendance à être moins dans l'avidité. Ce qui peut être très important au niveau collectif. On va le voir tout à l'heure. J'étais obligé de rajouter un petit paragraphe ou un petit chapitre sur la connexion oubliée. Où est passé le divin? On n'a plus de sens, nous, aujourd'hui. Parce qu'on a retiré tout ça, toute la religion, la morale, toutes ces choses. On a fait place nette. Pourquoi pas? Je veux dire, Descartes a fait place nette de tas de choses en disant « je pense donc je suis ». Ça a permis de créer les sciences, ça a permis de créer toutes ces choses-là, toute cette rigueur, toute cette technique. Et derrière, ensuite, on fait une retrouvaille. Là, on retrouve l'alchimie, on retrouve l'astrologie, on retrouve ces valeurs-là. Là, pourquoi je mets le principe de thermodynamique dans le divin? On a perdu du sens. Donc, on ne va plus croire aux dogmes, tous les dogmes chrétiens, etc. On ne marche plus comme ça. Maintenant, on ne veut plus avoir une vérité qui nous tombe, on veut en faire une expérience. D'accord. Alors, il y a un principe de thermodynamique qui dit que l'entropie, c'est une notion un petit peu particulière, l'entropie d'un système ne fait qu'augmenter. Alors, le premier principe de thermodynamique, c'est de dire qu'il existe une énergie interne. Voilà, l'énergie interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'eau, 1 litre d'eau à 15 degrés contient moins d'énergie qu'un litre d'eau à 60 degrés. Ça, on arrive à comprendre. Ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. À partir de tout ça, ils vont faire des tas de calculs, etc. Mais, il y a un deuxième principe. C'est quelle est la différence entre 1 litre d'eau à 60 degrés et puis 1 litre d'eau constitué d'une part d'eau à 90 degrés et d'autre part de glaçons. Il y a la même énergie totale. Et pourtant, on pourra toujours avoir un système qui va évoluer dans un sens. Vous êtes d'accord? On va toujours réussir à passer de l'eau à 90 degrés avec des glaçons à de l'eau à 60 degrés. On n'arrivera jamais à passer d'une bouteille, essayer de transformer votre whisky dilué en un whisky plus un glaçon, vous n'y arriverez pas. Alors que l'énergie interne est la même, donc ils ont inventé un autre concept qui est l'entropie. C'est le désordre. Spontanément, quelque chose va toujours dans le désordre. Vous prenez un château de cartes, vous secouez, ça devient un tas complètement en désordre. Vous n'arriverez jamais en secouant la table à avoir votre château de cartes qui s'organise. Hein, on est d'accord, hein, je veux dire, moi je peux vous donner 10 exemples comme ça, vous allez systématiquement me dire lequel est antérieur et lequel a évolué. Je veux dire, un café sucré ou un morceau de sucre et un café, pour manger. Sauf que,
dans tous les exemples, j'ai mis plein d'exemples dans mon livre, et le dernier exemple que j'ai mis, c'est un haricot sur un morceau de coton mouillé près d'une fenêtre. Ben lui, 15 jours après, ben le haricot, c'est devenu, il a germé, et lui, au contraire, il est de plus en plus complexe. Autant tout le reste va vers une sorte de tiédeur, vers une sorte d'augmentation du désordre, amollissement, la vie elle-même, elle ne respecte pas le deuxième principe de la thermodynamique. C'est un miracle. Et là, tu peux peut-être nous en parler. Attends, je crois que j'en parle juste après du système anthropique. Le principe anthropique, voilà, c'est là que tu vas peut-être pouvoir... Oui, c'est surtout là qu'il ne faut pas faire la confusion, parce que c'est le même mot. Oui, il y a entropie, Entropie, ici ça, avec un E et ici avec un A. c'est la mesure du désordre d'un système. On parle de négantropie quand on va vers l'ordre. Et ce qu'on appelle le principe anthropique, c'est avec la racine anthropos de homme, en fait. Donc le principe anthropique, c'est le fait de dire que les constantes de la nature, les constantes fondamentales de la nature, qui sont au nombre d'une dizaine, de la vitesse de la lumière, voilà, la constante de Planck, ceci, cela, constante gravitationnelle, etc. Ces constantes-là, si on les bouge un tout petit peu, mais alors ne serait-ce que bouger une valeur, 15, 20 chiffres après la virgule, si on change la moindre valeur dans ces valeurs, la moindre donnée unité dans ces valeurs-là, tout s'écroule en fait. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'étoiles, donc il n'y a pas d'accrétion, il n'y a pas de formation de planètes, il n'y a pas de il n'y a rien. Donc c'est un argument pour dire que la vie, enfin que l'existence en tout cas de l'univers, semble tendre vers la vie. Après, il y a une façon, il y a un principe fort et un principe faible, disons, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est une tautologie en fait, c'est un pléonasme de dire ça, de dire la vie telle qu'elle est là, forcément les conditions sont telles que la vie puisse exister. On peut pas, c'est faire un espèce de raisonnement circulaire, quoi. En fait, il y a deux versions. Il y a deux versions. Donc la version forte, c'est de dire que si on touche les constantes, même un tout petit peu, si on modifie une valeur, même de 15 ou 20 chiffres après la virgule dans une des constantes, et ben l'univers ne peut pas se créer tel qu'il est, tel qu'on le connaît. Voilà. C'est ça que dit la... Non mais les deux versions disent ça, mais la seule différence, la version faible dit simplement que les conditions sont telles que la vie peut exister. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est une tautologie. Et c'est vrai, c'est un pléonasme. Voilà. Le principe fait dit, il part du fait que, par exemple, le carbone existe, et il dit pour que le carbone existe, il faut qu'il y ait eu des niveaux énergétiques très particuliers sur certains autres composants, et ça c'est miraculeux. Mais c'est une tautologie. Alors que le principe fort, il dit ces constantes ont été volontairement créées de sorte à créer la conscience auto-réfléchie. Le but de ce système-là, ça, du principe fort. C'est une interprétation, de dire que ça a été fait exprès. C'est la théorie aussi du dessin intelligent. Vous savez, il y a l'intelligent design, qui est une version douce du créationnisme, mais l'argument c'est de dire que ça a été fait exprès. Voilà. Sauf que le principe anthropique, il ne dit pas que ça a été fait exprès, il dit que si on change les constantes un tout petit peu, ça ne marche plus. C'est la théorie de l'ajustement fin des constantes, de fine-tuning. Marc Alevi, dans son livre Un univers complexe, il donne l'exemple du petit démineur sur les PC Windows. Et il dit, voilà, si vous vous basez uniquement sur le hasard, en cliquant sur les cases, vous avez une certaine probabilité, au bout d'un certain temps, d'arriver à bien déminer. Mais en fait, à l'origine de ces choses-là, c'est simplement tous les petits phénomènes qui existent, qui ont amené l'aboutissement à l'aboutissement de l'homme, du Big Bang jusqu'à la création de la conscience auto-réfléchie. Il y a tellement de miracles ici que on en arrive à dire qu'il y a une intention et non pas une probabilité. Parce que si on reprend tous ces événements et qu'on fait le calcul du temps qu'il leur faudrait pour baser sur le hasard et la reproduction de ce qu'on fait en laboratoire, il faudrait un univers qui soit 1000 à 10 000 fois plus vieux que ce qu'il est. Donc on ne peut pas se baser strictement sur le hasard pour expliquer l'existence de la vie. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est comme s'il y avait une intention, et c'est comme sur votre démineur, si vous cherchez à le déminer, vous arriverez beaucoup mieux, en réfléchissant, au résultat que de le faire de façon strictement aléatoire. La vie, elle fait comme ça. L'univers tel qu'on le connaît,
il est comme ça. Alors effectivement, on peut se poser la question, je le mets de façon un petit peu choquante, est-ce que c'est la preuve d'une existence de Dieu? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a peut-être jeté un peu vite le bébé avec l'eau du bain en retirant tout ce qui était un petit peu au-delà du « je pense donc je suis ». C'est pas une preuve, mais en tout cas, ça laisse la place à ce discours-là, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai introduit une notion que j'ai appelée GOSC, le grand organisateur des synchronicités et coïncidences. Comme ça, il est relié à aucune philosophie. Mais ce qui est certain, c'est que chacun d'entre nous, on peut constater que notre vie est extrêmement influencée par ces coïncidences, par ces, ce que Jung a appelé synchronicité, c'est-à-dire coexistence entre un événement extérieur qui va être chargé de sens dans nos histoires personnelles. Alors ensuite, vers où ça nous amène tout ça? On est toujours dans le développement individuel. Eh bien, passer du 3e au 4e chakra, c'est choisir à chaque instant, dans beaucoup de choix, on a le choix, soit on agit par peur, qui nous fait fuir, soit par amour, qui nous attire. C'est les deux grandes forces, et à chaque instant, dans nos vies, on a moyen de choisir entre l'une ou l'autre.